Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, avant le Galles-France de ce samedi, dans la 3e journée du tournoi Destination, on va s'intéresser au pays de Tom Jones, de Michael Jones, de Catherine Zeta-Jones et de Penelope Fee. Un crunch tout entier dédié à l'équipe qu'on avait qualifiée de bête noire de l'équipe de France cet hiver avant le quart de finale qui avait opposé les Bleus au Pays de Galles en Coupe du Monde. On va se pencher sur le Millennium, terre hostile, sur l'incapacité récurrente des Bleus face aux Diables Rouges et sur ce qui est un match charnière dans ce tournoi. On en parle avec les Diables de la rubrique rugby de l'équipe aujourd'hui. Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Laurent Compistron, salut Lolo. Salut. Et Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Samedi à 17h45, l'équipe de France fera face aux Gallois dans leur antre de Cardiff, le Millennium, le Principality Stadium, comme il a été rebaptisé il y a 5 ans, du nom de la plus grosse entreprise galloise de BTP, ce qui permet d'éviter de voir écrit Millennium n'importe comment et ce qui fait du bien au maître Capello qui vit en moi. Le rugby a pleuré l'arme Spark, âme vintage du rugby gallois, mais le Millennium joue très bien son rôle d'antre du rugby. Notamment quand son toit entièrement rétractable est entièrement non rétracté. Non rétracté. Pour donner une idée de l'ambiance des mesures établies, il y avait des pics à 100 décibels. Alors pour comparer, sachez qu'un avion au décollage, c'est 120 décibels. Comme les ronflements de mon ex. Ce stade dans lequel les Bleus avaient battu les Blacks en quart de finale de Coupe du Monde en 2007, il peut être très impressionnant. Or, messieurs, seuls 3 joueurs de l'équipe de France y ont déjà évolué, Fickou, Leroux et Vakatawa, et aucun n'y a jamais gagné, figurez-vous. Alors, est-ce que le Millennium est un facteur supplémentaire de la force des Gallois, Alex ? Oui, je pense, oui. Il suffit de se souvenir du match de 2016, je crois. C'était le début de l'ère Novès. L'équipe de France était rendue au Millennium. Et je me souviens d'un cérémonial particulier, parce que les Gallois avaient laissé rentrer l'équipe de France toit fermé, lumière éteinte, ou quasiment complètement éteinte, et les avaient laissés au milieu de la pelouse pendant un certain temps, avant de rentrer eux-mêmes. Et pendant tout ce temps-là, il y avait un bruit, il y avait le speaker qui parlait au micro et qui demandait, qui chauffait le public, il y avait les flammes qui jaillissaient, comme au cérémonial assez habituel maintenant au Millennium, au Principality. Et les joueurs avaient avoué après coup qu'ils s'étaient sentis tout petits et qu'ils s'étaient laissés bouffer par cette atmosphère. Et bon, ce soir-là, c'était peut-être encore un peu plus poussé que d'habitude, mais le Millennium est toujours un stade particulier. Alors, je pense que pour les joueurs, c'est à la fois un immense plaisir d'y jouer, mais quand c'est face aux Gallois, qui est en plus une équipe compliquée, gérer ce bruit, cette espèce de pression, je pense que ça joue davantage, ça joue encore plus en faveur de cette équipe galloise qui est déjà performante. Lolo, toi qui allais aussi au Principality, tu partages l'avis d'Alex ? Oui, complètement. On peut être inhibé par cette ambiance, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans des enceintes pareilles. C'est sûr qu'on se retrouve dans le noir avec des flammes qui montent jusqu'au toit et le public qui gronde tel un fauve derrière, c'est forcément impressionnant. Et ça doit influer évidemment sur l'entame du match. Et les Français ont été d'ailleurs, en 2016, c'était très compliqué d'entrer pour eux, quoi. Ouais. Et je pense en plus qu'il y a un truc qui va jouer aussi dans la semaine, c'est que les joueurs, dans des conférences de presse, on va leur poser des questions là-dessus. Donc ceux qui ne connaissent pas, on va leur dire, est-ce que tu as déjà vu un match au Millennium ? Est-ce que tu sais qu'en 2016, ça s'est passé comme ça ? Donc quelque part, ça crée aussi chez les joueurs, j'imagine, en tout cas, une forme d'attente ou d'appréhension. Et on peut se retrouver au milieu de ce terrain en étant presque un peu à la fois spectateur et presque avec cette idée que ça va être compliqué. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stades qui font cet effet-là. Le Millennium, j'ai pas fait tous les stades de rugby au monde, mais de ceux que j'ai fait, il n'y en a pas un qui procure... T'as fait Brive quand même. J'ai fait Brive. Alors bon, sortons Brive de cette discussion, évidemment. Mais le Millennium est le stade le plus impressionnant et c'est ça qui est bizarre, c'est que je pense qu'à la fois, il doit éveiller beaucoup de... Il doit donner envie de jouer, quoi. On doit être heureux d'être sur ce terrain, mais en même temps, il est impressionnant, quoi. Il est réellement impressionnant et ça dure 80 minutes. C'est pas simplement un cérémonial, ça chante, ça. Et c'est ça, il y a la concordance. Il y a la concordance de deux choses. Il y a le toit fermé
Et on arrêtera là toute comparaison avec l'Arena de la Défense. Et ce que tu disais ce matin, des toits fermés, quand on a joué à la Arena, on n'a plus peur de rien. Voilà, je crois que c'est toi qui le disais, mais bon, passons là-dessus. C'est bien la seule comparaison possible. Et puis Alex le disait, les chants, l'ambiance, le bruit évidemment renforcé par le côté cocotte minute et toit fermé. Et donc, je pense que c'est déroutant pour les joueurs, ne serait-ce que pour leur communication entre eux, les annonces, enfin voilà, tout ça est quelque chose qu'ils ne rencontrent nulle part ailleurs, parce que même Twickenham, même Murrayfield sont des stades ouverts où je pense qu'ils s'entendent mieux, la communication est plus facile. Donc, oui, je crois que sur le terrain, c'est compliqué de communiquer à cause justement du bruit qui rebondit un peu partout. Exactement, ouais. Voilà, on se souvient de 2018 aussi qui avait été compliqué. Il y avait eu des espèces dans ce GAL France, il y avait eu des actions gag en fait. Et il y a un renvoi, je crois, qui n'est pas récupéré par les Français et les joueurs français s'arrêtent. Après, il y a un jeu au pied dans la profondeur où Trinduc est battu par un rebond. Et je pense qu'on peut vite se retrouver pris dans un mauvais engrenage sur ce terrain-là. D'autant plus que les Gallois, ils ont un style de jeu où ils te lâchent pas, quoi. Ils te mettent la pression, la première à la 80e, ils te montent des ballons hauts, ils viennent te chercher, ils viennent te défier, ils te proposent des séquences qui durent un temps pas possible, ils te renvoient les ballons au pied et te disent maintenant joue-les, et quand tu les joues, ils viennent te tamponner. Et ce bras de fer-là, mélangé avec l'ambiance, si jamais on commence à le lâcher un tout petit peu, on peut vite se retrouver pris et embarqué et un peu comme dans une vague, quoi, retourner et au revoir, quoi, fin du match. C'est un stade oppressant, en fait. Ouais. J'ajoute une dimension peut-être aussi, je ne sais pas, il faudra en parler avec eux, mais c'est peut-être perturbant pour les buteurs aussi. On se souvient que c'était il y a 2 ans également, non, que Trinduc, parce que même si ce match avait donné effectivement lieu à des gags, on doit le gagner à la fin si Trinduc passe la pénalité de la gagne. Et même, voilà, pour eux aussi, alors certes c'est fermé, ce qui veut dire des conditions sans vent en théorie, mais c'est... Mais les spectateurs respectent le silence là-bas, non ? Ouais, justement. Oui, si. Ça peut être glaçant aussi. Justement. Ça fait peur. En tout cas, s'il y a un stade du tournoi Destination à faire, je crois, si on n'a jamais fait de match du tournoi, je crois que c'est celui-là. Pour le stade. Et le week-end à Cardiff. Et pour le reste, puisque le stade est juste à côté, on sort du stade, on fait 50 mètres, on est dans la rue principale de Cardiff, et la rue qui est fermée pour les veilles de match, ou plutôt uniquement les soirs de match, mais les veilles de match c'est déjà bien animé, et c'est à la fois un spectacle, parce que les Gallois ont vraiment une drôle de façon de faire la fête, mais il y a plein de pubs ouverts, des boîtes, c'est vraiment génial d'aller à Cardiff. Et c'est le seul stade finalement qui est aussi en centre-ville que ça. À Édimbourg, il y a le Stade de France aussi. Ouais, le Stade de France. Et Twickenham. Vous répétez beaucoup que cette nouvelle génération, ils sont imperméables à la pression. Est-ce que là, ça peut jouer aussi en leur faveur ? C'est ça. Ça va être le premier test grandeur nature pour des joueurs comme Dupont, Ntamak. On a envie de voir ce que ça va donner dans cet environnement-là. Ouais, le crash test pour les jeunes. Parce que ça se prépare difficilement. C'est vraiment quelque chose d'empirique, quelque chose qu'on travaille juste en y jouant. C'est juste une question d'expérience, en fait. On ne peut pas les enfermer dans une cave. Cet entraîneur qui diffusait de la musique plein pot à l'entraînement, Doucy, je crois. Philippe Doucy, il me semble, non, qui faisait buter avec la... C'est possible. Ouais. Voilà, à part faire ça, mettre des enceintes à Marcoussis toute la semaine pour singer les, comment tu as dit, 100 décibels du bruit du Principality Stadium, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre, non. Je pense qu'il faut en parler, il faut surtout pas fuir le truc non plus. Je pense que ce soit Ibanez, Galtier, et ceux qui ont déjà joué au Millennium, ils vont passer le message, ils vont expliquer à quoi ça ressemble le Millennium, le cérémonial. Et sans doute qu'ils vont leur donner peut-être des petites clés aussi pour essayer de combattre ça. On a vu que là, depuis le début du tournoi, l'équipe de France, dans des moments, soit après avoir scoré, ou peut-être dans des moments de pression, se rassemble, ils ont un système de respiration commune, là, je ne sais plus comment ils appellent ça, la bulle de sérénité, ou je ne sais plus, mais voilà, ils ont mis ça en place, et peut-être qu'ils vont accentuer un peu ce travail-là cette semaine, en vue de ce match au Millennium. Après, même s'ils n'ont pas tous joué au Millennium, la plupart ont quand même joué des gros matchs à l'étranger, notamment les Toulousains. Ils ont joué des matchs face au Leinster 2 fois la semaine dernière, Ntamak, Dupont et compagnie. Bon, ils sont quand même habitués aussi à jouer des matchs de très haut niveau dans des contextes hostiles.
Très bien. Deuxième sujet, on l'avait déjà dit avant que les Français ne rencontrent les Gallois en quart de finale pendant la dernière Coupe du Monde. Les auteurs du Grand Chelem 2019 ne réussissent pas du tout aux Bleus, puisqu'ils n'ont gagné qu'une fois lors des 9 dernières confrontations entre les deux équipes, les Français, en trichant en plus, si on veut rappeler le protocole commotion étonnant d'Antonio. C'est l'équipe du Nord contre laquelle les Bleus gagnent le moins souvent, marquent le moins de points en général, le moins d'essais en particulier. Clément, tu nous disais que tu voyais un retour de karma après la finale de 2011. Ça s'est pas démenti au Japon avec le carton rouge de Vahamaina, défaite 20-19 finalement. Les dieux du rugby n'ont pas l'air apaisés, Clément. Non, clairement, on a payé pour, c'est ce que j'avais dit à l'époque, on a payé pour la demi-finale 2011 et pour donc le carton rouge de Warburton, victoire d'un tout petit point, une pénalité d'Halfpenny qui passe 10 cm sous la barre. Bref, il s'était passé beaucoup de choses dans ce match. Et puis pour le match de 2017 que tu évoquais, qu'on avait gagné dans des circonstances un peu douteuses, disons, avec 20 minutes de mêlée et un coaching bizarre qui avait valu un avertissement à l'équipe de France de la part du comité destination. Donc voilà, c'est clairement une équipe qui ne réussit pas. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais le quart de finale l'a juste confirmé, conforté. Et pourtant, c'est un match qu'on aurait pu ou dû gagner. On ne va pas revenir non plus en détail sur les circonstances de ce match-là, mais il y avait matière à gagner ce match. On avait posé beaucoup de problèmes, notamment en première période au Pays de Galles. Donc il y a, je pense, beaucoup d'enseignements intéressants à tirer pour le staff de l'équipe de France de ce match-là. Je pense que les Gallois vont peut-être défendre un peu mieux sur Vakatawa qu'ils l'avaient fait au Japon. Voilà, mais c'est pour beaucoup de raisons qu'Alex a un peu évoquées tout à l'heure, c'est une équipe qui ne réussit pas. Le paradoxe, quand même, c'est qu'effectivement, c'est une équipe qui combat quasiment jamais, mais pourtant, on a toujours l'impression qu'on va les taper. Ouais. C'est, quand tu joues l'Angleterre, tu dis ouais, ce serait un exploit qu'on les batte, autant à la maison qu'à l'extérieur. Les Irlandais, un petit peu pareil. Je ne sais pas si c'est le spectre des provinces irlandaises qui dominent en Europe, l'Ulster et le Munster qui fait ça. Et les Gallois, on se dit, bon, le coup est jouable à chaque fois, et à chaque fois, le résultat est le même, on perd le match, quoi. Il suffit de prendre les deux derniers matchs, 16-0 il y a un an au Stade de France, et puis le quart de finale, je me souviens plus combien il y a au score, mais 14-0 je crois, au bout d'un quart d'heure il me semble, il y a 2 essais à 0 ou 14-3, je sais plus, et puis le match finit par basculer. C'est vrai que c'est une équipe qui est pas, elle est pas flashy, elle est pas, je parle du Pays de Galles, elle est pas, c'est pas une équipe qui paraît talentueuse. Mais par contre, elle a de l'abnégation. C'est Galtier qui, quand il était chroniqueur chez nous, parlait toujours des causes perdues. Elle chasse les causes perdues, elle lâche pas. Je peux vous le lire parce que je trouve que c'est intéressant. La conclusion de sa chronique l'an dernier, avant le France-Galles du début de tournoi. Donc il n'était pas encore sélectionneur, mais je pense qu'il renierait pas un mot de ce qu'il avait dit à l'époque. Il disait « Cette équipe qui n'a pas de joueurs dotés de super pouvoirs s'illustre par son endurance physique, mais aussi mentale. Les Gallois sont des compétiteurs, ils sont durs, très durs, n'hésitent pas à chasser les causes perdues. Ils gagnent rarement sur des marges élevées, mais ne s'avouent jamais vaincus. Le test est donc immense pour les Bleus ce soir. Je pense qu'il pourra se l'appliquer et le relire à ses joueurs avant le match de samedi. Ouais, c'est ça. C'est une équipe qui a pas de. Enfin, après attention, je trouve qu'elle a quand même, elle a quand même il y a des talents. Il y a quand même des talents, quoi. Il y a Jonathan Davis, je sais pas s'il est encore là. Liam Williams, je crois qu'il est toujours parvenu, si je dis pas de bêtises. Donc il y a Adams, l'ailier. Josh Adams, l'ailier, qui est un petit peu incertain. Non, il y a Thomas Jones qui est en troisième ligne, ils ont des beaux joueurs aussi, Tipuric, Faletau. C'est sûr qu'il y a du talent, mais c'est pas l'équipe la plus douée, quoi. Je me souviens aussi de la chronique de Yannick Bru pendant la Coupe du Monde avant le quart de finale. Lui, il notait, par exemple, il disait quand tu mets des points aux Gallois, qui tapent le renvoi sur toi, ils y mettent une énergie dans ce moment-là pour renverser le momentum, comme disent les entraîneurs. Ils vont monter vite, ils vont mettre la pression dans le ruck, ils vont mettre la pression sur le joueur qui va dégager, et ils vont pas le faire à moitié, quoi. Ils vont le faire complètement. Pourquoi ? Parce que ils savent que c'est un moment où on peut déstabiliser une équipe, où on se retrouve dans le camp adverse et avec une possibilité de marquer des points, où on peut gêner la sortie. Enfin, on peut faire plein de choses, et ils utilisent ce moment-là pleinement. Et lui, il disait, c'est un peu le symbole, ce type d'action, c'est le symbole de cette équipe, quoi. On lâche pas, il y a une endurance mentale, comme disait Galtier il y a un an.
Et ça la rend compliquée à jouer, surtout pour une équipe de France qui, elle, n'avait pas, jusque-là en tout cas, depuis une dizaine d'années, ni d'endurance physique, ni d'endurance mentale. Ça, on peut penser que ça a un peu changé. Et ça va être une des questions du match, parce que les 2 dernières fins de match, soit contre l'Italie ou l'Angleterre, ont été quand même un peu compliquées, avec des difficultés dans la gestion, des difficultés physiques aussi, et là, je pense que les Gallois l'auront noté. Ils avaient noté les progrès physiques de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Sean Edwards avait dit que dès l'échauffement, il avait dit à Warren Gatland "This is serious business" ou quelque chose comme ça. Il y a des clients en face. Ils avaient noté qu'ils avaient progressé physiquement, mais ils auront aussi noté qu'il y a eu des creux. Et cette façon qu'ils avaient, les Gallois, de jouer en laissant le ballon sur le terrain, contre les Français notamment, et en mettant la pression, je pense qu'ils vont insister là-dessus. Et pour tenter d'épuiser cette équipe, peut-être que ça se retournera contre eux, parce que il y a quand même beaucoup de talent dans cette équipe, et c'est une équipe l'équipe de France, c'est une équipe qui a quand même qui évolue. On sent qu'il y a quelque chose qui se dessine, donc peut-être que de ces ballons-là, les ballons perfides, comme disait à nouveau Galtier dans une interview qu'il nous a donnée récemment, et ils vont mieux les gérer qu'ils ne les avaient gérés les années précédentes. Après, il y a clairement plus de talent côté français que côté gallois. Ça, tu veux dire individuellement ? Individuellement, ça j'en suis persuadé. Donc c'est en cela que c'est un vrai test. On va voir si cette équipe de France, très jeune, a la maturité nécessaire pour s'imposer. Moi, on en parlait ce matin. Alex disait, c'est le premier vrai test de l'équipe de France. Et Alex disait, ouais, il y a eu l'Angleterre, certes, mais je pense que c'est un test quand même différent et qui en dira beaucoup plus sur l'équipe de France que l'Angleterre à domicile pour un premier match où tu t'es forcément remonté à bloc. Là, ça va vraiment en dire, je pense, beaucoup de cette équipe de France. Déjà, tout simplement, de ce qu'elle peut espérer. Les Gallois sont prévenus. Les Gallois sont prévenus. Ouais. Puis ils ne seront pas étonnés par le système défensif, puisqu'on rappelle que Sean Edwards était avec eux jusqu'à la Coupe du Monde, qui maintenant s'occupe de la défense de l'équipe de France. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de conclusions à en tirer, mais on a joué avec les Gallois un adversaire commun, c'est l'Italie. On gagne combien ? 35 j'ai plus le score exact en tête, mais 22. Et Pays de Galles, Italie, c'est 42-0. Ouais. Voilà, ça donne quand même une idée de ce que cette équipe est capable de faire chez elle et à quel point c'est un challenge difficile à relever, quoi. Après, c'était pas le même ordre de match, quoi. Les Gallois ont commencé par l'Italie, nous on a joué une grosse débauche d'énergie contre les Anglais, certes, qui a dû jouer sur le deuxième match, quoi. Mais ça va être intéressant d'observer, de voir. Tu disais là au sujet de la défense que les Gallois ne seront pas surpris par ce que vont proposer les Français, puisqu'ils ont eu Sean Edwards comme entraîneur pendant 10 ans. Et ce qui est marrant, c'est que pendant la Coupe du Monde, avant même l'arrivée de Sean Edwards, le système défensif de l'équipe de France était déjà inspiré du système défensif gallois. Et on a vu lors du quart de finale que les Gallois étaient vachement gênés par ce système défensif. Parce que eux, ils aiment bien prendre le centre du terrain, puis faire jouer dans le sens, et les Français les empêchaient de faire ça, et du coup, ça coupait le jeu gallois, en fait. L'enchaînement gallois, les Gallois ne trouvaient pas la suite de leurs actions, puisque les Français les empêchaient de faire le début du chemin, on va dire. Et du coup, on avait vu que les Gallois étaient même sortis du match. Ils n'utilisaient pas trop le jeu au pied, qui était une de leurs armes. Le jeu au pied offensif, ils ne l'avaient pas beaucoup utilisé. C'était assez bizarre. Et peut-être, on va voir, mais peut-être qu'ils auront trouvé des adaptations. Mais en tout cas, sur le quart de finale, même connaissant le système défensif des Français, ils n'avaient pas réussi à s'y habituer. En plus, ils doivent être meilleurs. Je crois que c'était là que Sean Edwards avait dit que s'il arrivait à leur faire arrêter les croissants et les cigarettes... C'était avant de prendre l'équipe de France, il a dit ça avec Serge Betsen, je crois. C'est Betsen qui a raconté ça dans les colonnes du journal en disant que l'objectif c'était de leur faire arrêter les croissants et les clopes, non ? Les clopes, je crois, c'est ça, ouais. Juste en rappel, le Pays de Galles, 3e du tournoi avec 5 points, victoire bonifiée contre l'Italie et défaite en Irlande. Voilà. Et juste une précision, il y a quand même un gros doute sur la présence de Dan Bigard, qui a subi, exactement comme avant le quart de finale. Il avait subi 2 commotions en phase de poule de la Coupe du Monde.
Il avait pu jouer parce que les règlements internationaux sont différents de ceux du top 14. En top 14, il n'aurait pas pu jouer. Et il en a subi une troisième contre l'Irlande il y a 15 jours. Donc, il est incertain et ils sont un peu à poil au poste de numéro 10, à tel point que là, ils évoquent la possibilité de rappeler Priestland, qui pourtant joue à l'étranger au Pays de Galles. Or, il y a des nouvelles règles de sélection qui leur interdisent, en dessous d'un certain nombre de sélections, de sélectionner des joueurs qui jouent à l'étranger. Donc, ils sont prêts à contourner leurs propres règles pour aller chercher Priestland, tellement ils sont dans le dur. Voilà. Mais bon, après, Biggar peut tout à fait jouer et nous mettre des chandelles pendant... Leur numéro 2, c'était pété à l'échauffement du match contre Exactement, Owen Williams. Ouais. Et que Hanscombe est toujours au garage. Vous le disiez tout à l'heure, ça peut être le match, si ce n'est le gros test, le match charnière dans ce tournoi. Parce que, comme le faisait justement remarquer Clem ce matin, si tu gagnes, tu peux parler de Grand Chelem, alors que si tu perds, tu peux plus parler de Grand Chelem. C'est pas bête. C'est pas mal résumé, Lolo, non? Il a passé la nuit là-dessus. Non, oui, en fait, on va arrêter de dévoiler aux gens qui nous écoutent ce qu'on se dit le matin, parce que... Enfin bon, entre ça et la U Arena, je pense que quand même c'est un peu moins débile que ce que tu as dit sur la U Arena, si je peux me permettre. Je ne me souviens pas. Bah ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien dit, je pense que j'ai tout résumé. Si tu perds, tu peux quand même encore gagner le tournoi. Mais c'est sûr que voilà, si tu gagnes, oui, tu peux... Non, mais si tu gagnes concrètement, on va passer les 3 semaines qui suivent à évoquer le possible premier Grand Chelem depuis 2010. C'est le match qui change tout, parce que tu peux supposer que le déplacement en Écosse sera un peu moins difficile. On est tout à fait capable de gagner au Pays de Galles et d'aller se vautrer en Écosse, ça, on sait faire. Mais, et puis après, tu recevrais l'Irlande potentiellement pour une finale, parce que les Irlandais n'ont pas encore perdu non plus. Donc voilà, ça peut tout changer, quoi. Vous le ressentez, Lolo, tu le ressens que c'est un match charnière un peu pour oui, cette forcément. équipe. Là, on est au 3e match, 2 victoires. Effectivement, si tu gagnes derrière, comme l'a dit Clem, c'est l'Écosse où là, pour le coup, on a déjà gagné quand même souvent, même si la dernière fois on y a perdu. Ouais. Oh oui, on perd, oui. C'est le 2018, tu mènes de 15 points, 2 essais de Teddy Thomas, tu t'écroules en fin de match et puis après tu fais n'importe quoi en soirée. Mais bon, c'est pas fait. Les Écossais sont pas ridicules, même s'ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Puis derrière, ce sera aussi difficile contre les Irlandais. Donc même en cas de victoire au Pays de Galles, ce sera loin d'être gagné. Mais bon, voilà quoi. Je pense qu'on peut quand même légitimement y croire. C'est aussi une bascule dans la construction de l'équipe. Là, pour l'instant, il y a il y a un vent porteur parce que cette équipe a gagné son premier match, parce que il y a des nouveaux visages qui apparaissent, parce qu'il y a un nouveau discours du staff, qu'on sent qu'il y a un projet, une construction. C'est ce match au Pays de Galles, c'est une étape différente parce que c'est le premier à l'extérieur. Et puis effectivement, il vient. C'est vrai que perdre, ça éteindrait un peu l'élan et puis cette espèce d'espoir qui est là, qui est celui d'un grand chelem, où, même si personne n'en parle vraiment aujourd'hui, c'est dans un coin comme ça, on sait que c'est présent. Si jamais ça perd au Pays de Galles, bon, on perdra un peu de ce début d'enchantement. Là. Ce matin, je disais que Mathieu Artaud disait si jamais il faut jouer le Grand Chelem, on atteindra peut-être 10 millions de téléspectateurs pour le France-Irlande. Il y en aura sans doute moins si ça perd au Pays de Galles et qu'il n'y a pas de Grand Chelem à la clé ou pas de possibilité de Grand Chelem. On a deux précédents, pas si lointains, 2014 et 2016. 2014, on bat exactement les mêmes adversaires. On commence par une victoire contre l'Angleterre. Là, vous vous souvenez, essai de Fico à la dernière minute, en toute fin de match. On bat l'Italie de manière assez convaincante et on prend 27-6 au Pays de Galles. Et 2016, tu bats l'Irlande et l'Italie, c'est le début de l'ère Novès. À chaque fois, ric-rac, mais tu gagnes 2 matchs. Pareil, on écrivait les mêmes choses, un peu ou prou. Hein. Voilà, oui. C'était après le drame de la Coupe du Monde 2015. On sentait quelque chose de nouveau. Et patatras, on perd au Pays de Galles dans des proportions moins larges. Mais voilà. Et donc, c'est tout ça pour dire qu'il faut pas s'enflammer, que 2 fois ce match charnière a été mal négocié, nous a ramené à notre condition de petite nation du tournoi Destination. Donc voilà, prudence. Après, c'est pas non plus honteux de perdre au Pays de Galles. Non, surtout qu'on peut encore gagner le tournoi. Ils peuvent encore gagner le tournoi derrière. Avec 4 victoires, il faut qu'ils gagnent un des 2 matchs à l'extérieur pour viser la première place de toute façon. Donc,
Non, mais c'est sûr qu'il n'y aurait pas de honte et il ne faudrait pas, décider, après une défaite au Pays de dépendra Galles, de la manière, évidemment, voilà, après. décider que tout est acheté dans ce qui a été fait jusque-là. C'est juste, voilà, c'est un test à l'instant T. C'est un match intéressant à observer. C'est un match qui pourrait ouvrir beaucoup de portes et qui dira juste peut-être soit les progrès de l'équipe de France, soit ses limites. Mais quelque part, on a déjà vu aujourd'hui des progrès et des limites dans la victoire. Donc, s'il fallait arriver à une défaite, il faudra l'analyser de la même manière. On parle de l'équipe là, et je pense que c'est un match qui va compter aussi pour beaucoup de joueurs. Parce que ça va révéler certains caractères, ou pas, ou montrer certaines limites aussi. Je pense que des joueurs comme Boutier vont être testés vraiment in situ, et ça va être intéressant de voir ce que ce garçon a dans le ventre. Je pense à Teddy Thomas qui, à mon avis, joue assez gros sur ce match-là. On peut s'attendre à ce qu'il soit beaucoup sollicité sous le jeu aérien des Gallois. Je ne sais pas qui il aura en face de lui, mais s'il a George North, par exemple, ça peut être difficile. Qui d'autre? Ntamak aussi, je pense, peut jouer gros sur ce match-là. Donc voilà. Jouer gros, tu veux dire qu'on va aller chercher, il va falloir qu'il soit à la hauteur? Ouais, les deux premiers que j'ai cités, notamment parce qu'ils vont être beaucoup sollicités par le jeu au pied des Gallois. Ntamak parce que faut pas oublier que notamment en quart de finale, on a beaucoup parlé du carton rouge de Vahamina, mais il rate 2 coups de pied moyennement difficiles avec deux poteaux qui, vu le score final étriqué, auraient pu, ont valu très cher, et que là, par rapport à tout ce qu'on a dit sur le contexte du Millennium, va jouer gros, et puis parce qu'il a un concurrent qui est Jalibert et dont on peut supposer qu'il a quelques qualités aussi, quoi. Donc voilà. Après, devant, il y en a certainement d'autres. Je pense que le banc aussi va passer encore un gros test. Ils n'ont pas forcément réussi tous leur rentrée sur les 2 premiers matchs. Or, vu ce qu'on a dit précédemment sur les limites, sur la difficulté de cette équipe de France à tenir l'intensité sur 80 minutes, on a besoin d'un banc fort. Donc voilà, tous ces joueurs-là vont... Et même chez ceux qui sont très bons et indiscutables, ça va être intéressant de voir comment Aldrit et Dupont, qui sont sans doute les 2 meilleurs joueurs français du début du tournoi, vont réagir, vont agir dans un contexte différent. Est-ce qu'ils vont prendre autant le jeu à leur compte? Est-ce qu'ils vont être aussi dominants? Est-ce qu'ils vont oser autant? Voilà, c'est intéressant, le Millennium et le Pays de Galles, pour ça, pour voir où en est chacun individuellement et où en est l'équipe de France collectivement. Eh bien, on a hâte. Parfaitement. Tout à fait. D'être vendredi soir et samedi. Oui, les deux en même temps. Vendredi soir aussi. Et samedi soir, non? Ouais, ça dépend, on finit un peu tard le samedi. L'avion est pas trop tôt dimanche. Vous irez bien en boire une ou 2. Peut-être. Avec modération, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, tout ça. À Cardiff, tu manges pas de fruits, tu manges pas de légumes, je peux te le garantir. Eh bien, merci, messieurs. Voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Laurent Campistron et Clément Dossin. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition et aux statistiques. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.